Question 1. Un satellite qui tourne autour de la Terre exactement en 24 heures, placé à une altitude de 36 000 km et qui reste toujours au-dessus du même lieu, s'appelle A. Un satellite espion, B. Un satellite GPS, C. Un satellite quantique, D. Un satellite géostationnaire. La réponse à cette question est la réponse D. En effet, un satellite géostationnaire va rester au-dessus d'un même lieu, et pour cela, puisque la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, eh bien le satellite géostationnaire va lui-même se mouvoir selon une trajectoire circulaire, de sorte à toujours respecter cette notion de géostationnaire. L'altitude de ces satellites est généralement de 36 000 km. Un exemple de satellite géostationnaire, les satellites Météosat. Question 2. La soupape qui permet l'évacuation de l'air chaud pour faire descendre un ballon est placée A sur la première couronne, B sur la deuxième couronne, C à la base de l'enveloppe ou D au sommet de l'enveloppe. Pour répondre à cette question, regardons la structure d'un ballon à air chaud. Nous pouvons constater que la corde de commande de la soupape ici pour évacuer l'air chaud se situe ici. Par contre, effectivement, l'évacuation se fait au niveau du sommet de ce que l'on appelle l'enveloppe. Donc la réponse à cette question est la réponse D. Question 3. Sur un parapente, la liaison entre les élévateurs et l'aile est assurée par A. Des ficelles, B. Des suspentes, C. Des lignes, D. Des cordelettes. Regardons de plus près de quoi est constitué le parapente. Donc vous avez ici la sellette, ici ce que l'on appelle le cône de suspentage et juste au-dessus la voile. Vous y reconnaissez ici l'extrado et l'intrado comme sur une aile d'un aéronef, avec également le bord de fuite et ici le bord d'attaque. La liaison entre les élévateurs et l'aile, elle est assurée par des suspentes. On parle alors de lignes de suspentage. La réponse à cette question est donc la réponse B. Question 4. Sur le schéma ci-contre, les lettres correspondant aux différents éléments sont soit la réponse A, la réponse B, la réponse C ou la réponse D. Regardons de plus près le schéma. La lettre A, ici, correspond à cet élément que l'on appelle le piston. Ici, la lettre B correspond à ce que l'on appelle une soupape. Il y en a deux, il y a la soupape d'admission, la soupape ici d'échappement. Ensuite, la lettre C correspond à cette tige ici qui s'appelle la bielle. Et le dernier élément qui est nommé par la lettre D ici, il s'agit de la bougie. Donc la réponse à cette question est la réponse A. A, piston, B, soupape, C, bielle, D, bougie. Question 5. Sur le schéma précédent, le piston descend du point mort haut vers le point mort bas. Le temps moteur qui correspond à ce mouvement est soit A, l'admission, B, la compression, C, la détente, D, l'échappement. Le point mort haut est situé ici, le point mort bas est situé ici. Cela signifie que le mouvement est donc vertical dirigé vers le bas, ce qui va correspondre à l'admission, donc il s'agit ici de la réponse A. Question 6. La chambre de combustion d'un turboréacteur est située
A entre l'entrée d'air et le compresseur, B entre la turbine et la tuyère, C entre le compresseur et la turbine, D dans le canal d'éjection. Pour répondre à cette question, regardons la coupe d'un turboréacteur ici double flux. Nous pouvons constater que l'air qui rentre ici atteint ce que l'on appelle la soufflante. Puis nous avons ensuite un compresseur haute pression. Puis nous avons la chambre de combustion, la turbine, la tuyère et ensuite l'évacuation ici dans le canal d'éjection. Pour répondre à cette question, il fallait donc situer la chambre de combustion. La chambre de combustion est située entre le compresseur et la turbine. La réponse à cette question est donc la réponse C. Question 7. Lors de la visite pré-vol, la purge des réservoirs a pour but A. de vidanger le carburant, B. d'enlever des bulles d'air présentes dans le circuit carburant, C. d'éliminer les impuretés piégées dans les filtres, ou alors D. de contrôler d'éventuelles traces d'eau présentes dans le réservoir. La visite pré-vol s'effectue avant chaque vol. C'est une nécessité pour vérifier l'état de l'aéronef. Vérifier également le carburant pour le vol. Quant à la purge, en fait, elle ne s'effectue qu'une fois dans la journée et généralement avant le premier vol. En fait, l'idée de la purge, c'est de vérifier, grâce à ce petit outil, qui va donc prélever ce qu'il y a dans le fond du réservoir de carburant et donc vérifier ainsi qu'il n'y a pas d'éventuelles traces d'eau, puisque bien évidemment ce que l'on cherche à avoir dans le réservoir, ce n'est que le carburant et non pas l'eau. La réponse à cette question est donc la réponse D. Question 8. Le dispositif situé à l'emplanture d'aile permettant un meilleur écoulement de l'air est A. le volet, B. le winglet, C. le carman, D. le spoiler. Le volet est un dispositif hyper-sustentateur qui est utilisé soit au décollage, soit à l'atterrissage. Il ne me permet pas un meilleur écoulement de l'air. Le winglet est une surface qui va être utilisée généralement au bout des ailes, par exemple des planeurs, qui va avoir cet aspect-là et qui va permettre un affaiblissement des tourbillons au niveau de l'extrémité de l'aile. Le spoiler, lui, a comme rôle un peu le rôle de l'aérofrein. Comme son nom l'indique, spoiler, ça va casser. Quant au carman, eh bien, il s'agit bien du dispositif qui permet un meilleur écoulement de l'air et qui est situé au niveau de l'emplanture d'aile. Donc la réponse à cette question est la réponse C. Question 9. Le profil d'une aile est donné par A. les longerons, B. les nervures, C. les lisses, D. les raidisseurs. Regardons la structure d'une aile. On peut constater donc que les nervures ici ont cette forme, d'accord, que les longerons sont ici les tiges que l'on retrouve. Et rappelons-nous que lorsqu'on parle du profil d'une aile, en général, on schématise ceci. Ici, on voit bien que ça correspond aux nervures. Donc, la réponse à la question est donc la réponse B. Question 10. L'âme d'une nervure peut être ajourée dans un réservoir carburant pour A. servir de barrière anti-flot, B. laisser passer les éléments de commande, C. concentrer la masse au point de torsion important, D. solidifier la nervure afin de garder le profil. Lorsque l'on regarde ici un réservoir de carburant qui va être situé dans une aile, les nervures vont être positionnées de sorte à ce que le carburant ici, vous voyez, il y a des petits trous, il va falloir que ces trous soient suffisamment petits, de sorte à ce que le flux
du carburant dans l'aile quand il va y avoir des mouvements, afin d'éviter bien évidemment qu'il y ait des vagues à l'intérieur de l'aile. Donc finalement, c'est l'âme d'une nervure, lorsqu'il s'agit d'un réservoir carburant positionné dans une aile, va avoir comme but, comme objectif, d'être une barrière anti-flot. Donc la réponse à cette question est la réponse A. Question 11. Un empennage des canards, A remplace les ailerons, B est situé à l'avant de l'avion, C est synonyme d'un empennage en V, D est situé à l'arrière de l'avion. Voici à quoi ressemble un empennage des canards. Vous avez ici la structure. Il s'agit donc d'un empennage situé à l'avant de l'avion. La réponse à cette question est donc la réponse B. Question 12. Un train classique est constitué de A. Un train principal et d'une roulette de queue, B. D'un train principal et d'une roulette de nez, C. D'un train monotrace et de 2 balancines, D. Un diabolo avant et de roulettes arrière. Un train classique est constitué d'un train principal et d'une roulette de queue. En ce qui concerne le train principal et la roulette de nez, il s'agit d'un train tricycle. Il s'agit donc ici de la réponse A. Question 13. Pour un avion en bois et toile moderne, A. Seules les ailes sont en bois recouverts de toile. B. Les longerons d'une aile sont en bois et les nervures en alliage aluminium. C. Toute la structure est en bois recouvert de toile. D. Le fuselage est en bois entoilé et l'aide en alliage métallique. Ici, pour un avion en bois et toile moderne, toute la structure est en bois et recouverte d'une toile. Il s'agit donc ici de la réponse C. Question 14. Pour effectuer une rotation autour de l'axe de roulis, le pilote doit A. Modifier la profondeur à l'aide du compensateur, B. Déplacer le manche en avant ou en arrière, C. Déplacer le manche à gauche ou à droite, D. Actionner le palonnier. Revenons sur les 3 axes qui gouvernent les mouvements d'un aéronef. Nous avons ici pour l'avion en photographie qui est pris donc sur le site de l'Avionnaire. Nous avons ici les axes qui sont représentés. Nous avons l'axe de lacet, l'axe de tangage et l'axe de roulis. Ici, on nous demande par rapport à l'axe de roulis. L'axe de roulis, c'est donc celui-ci. Il va donc falloir actionner pour avoir un mouvement de rotation selon cet axe. Il va falloir actionner les ailerons. En l'occurrence, pour actionner les ailerons, on va utiliser le manche à gauche ou à droite. La réponse à cette question est donc la réponse C. Question 15. La gouverne de profondeur de l'avion représentée ci-dessus se lève. Cela signifie que A. Le pilote pousse le manche, B. Le pilote tire sur le manche, C. Le pilote met le manche à gauche, D. Le pilote met le manche à droite. Pour répondre à cette question, regardons le schéma présenté ici, qui va nous permettre donc de visualiser ce qu'il se passe au niveau de la gouverne de direction et donc au niveau du manche. Lorsque je tire sur le manche, je vais avoir ma gouverne de profondeur qui va se lever. Ce qui implique du fait que la gouverne se lève, comme ceci, nous allons donc avoir un avion qui va avoir cette position-là. Nous allons donc avoir ici moins de portance et la queue de l'avion va s'abaisser, tandis que le nez de l'avion va augmenter. Dans le cas contraire, lorsqu'on pousse sur le manche, nous allons avoir donc la gouverne de profondeur qui va s'abaisser. Pourquoi ? Bien parce que la gouverne de profondeur qui s'abaisse, nous allons avoir un profil qui va être très différent et donc nous allons créer une portance au niveau de la profondeur. Donc nous allons avoir la queue de l'avion qui va monter alors que le nez de l'avion va baisser. Donc la réponse à cette question est la réponse B, puisque lorsqu'on tire sur le manche, nous avons donc la gouverne de profondeur qui se lève.
Question 16. En aéromodélisme, un avion d'apprentissage 2 axes est pilotable sur les axes de A. Roulis et lacet. B. Roulis uniquement. C. Tangage et roulis. D. Tangage et lacet. En effet, en aéromodélisme, un débutant va commencer à travailler sur 2 axes, puis ensuite sur les 3 axes. En l'occurrence, ici, il s'agit de la réponse D. Les 2 axes qui vont être travaillés sont l'axe de tangage et l'axe de lacet. Question 17. Le grand pas d'une hélice à pas variable est utilisé pour A. Le décollage, B. L'atterrissage, C. Le décollage et l'atterrissage, D. Le vol en croisière. Le grand pas d'une hélice est utilisé pour le vol en croisière, tandis que le plein petit pas est utilisé pour les phases de décollage et d'atterrissage. Question 18. Un altimètre mesure la pression A statique, B dynamique, C totale ou D différentielle. Pour répondre à cette question, regardons le schéma d'un altimètre. L'altimètre va être constitué d'une prise statique qui va être positionnée le long du fuselage de l'appareil. Cette prise statique va être reliée à un boîtier qui va être étanche, dans lequel il va se situer donc une capsule qui va pouvoir se détendre ou se comprimer. En fonction justement de la pression mesurée ici par la prise statique, la capsule va plus ou moins prendre du volume, et de par un système ici d'aiguilles, il va y avoir donc soit une diminution de la pression ou une augmentation de la pression sur le cadran. Donc la réponse à cette question ici, c'est la pression statique. L'altimètre utilise une prise de pression statique sur le fuselage. Vous pourrez retrouver une vidéo qui explique le fonctionnement plus en détail de l'altimètre sur la chaîne YouTube. Question 19. L'horizon artificiel représenté sur la figure ci-contre indique que l'avion est incliné A à gauche avec une assiette à piquer, B à gauche avec une assiette à cabrer, C à droite avec une assiette à cabrer ou D à droite avec une assiette à piquer. En ce qui concerne le virage à gauche ou à droite, moi ce que je conseille aux élèves, c'est de bien repérer donc ici les ailes de la maquette de l'aéronef et de bien visualiser la ligne d'horizon entre le ciel et le sol. Imaginez-vous comme étant la maquette, tendez vos bras, vous avez donc votre bras gauche qui correspond à l'aile gauche de la maquette, votre bras droit à l'aile droite de la maquette. Que se passe-t-il? Essayez de vous pencher de sorte à ce que votre bras gauche soit vers le sol, comme la maquette, ici, et votre bras droit, donc, qui se dirige plutôt vers le ciel. Eh bien, regardez, vous êtes actuellement en virage à gauche. Il ne s'agit donc pas de la réponse C ni D. Sommes-nous à piquer ou à cabrer? Eh bien, on peut voir que la maquette est beaucoup plus dirigée vers le sol plutôt que vers le ciel. L'assiette est donc à piquer. Nous sommes en descente. La réponse à cette question est donc que le virage s'effectue à gauche avec une assiette à piquer. Réponse A. Question 20. La VNE, que l'on peut lire sur l'anémomètre, correspond à soit A, la vitesse minimale avec un cran de volée, B, la vitesse à ne jamais dépasser, C, la vitesse maximale de sortie du train rentrant, D, la vitesse d'utilisation avec volée sortie. Regardons de plus près l'anémomètre. Donc là, il s'agit d'images que j'ai prises sur le site de l'Avionnaire. Regardons l'anémomètre qui est à gauche. On peut ici constater qu'il y a un arc blanc. Il s'agit ici, la limite basse correspond au décrochage avec volée sortie. Et ici, la limite d'utilisation des volets sorties.
La plage verte ici correspond à l'utilisation normale de l'appareil, avec ici en limite basse, nous avons le décrochage, la vitesse de décrochage en lisse, et ici la limite d'utilisation de l'appareil, puisque ensuite nous avons une zone jaune où on ne doit pas utiliser l'appareil lorsque l'air est turbulent. À la limite de cet arc jaune, nous avons ici un trait rouge qui signifie Velocity Never Exceed, qui correspond en français à la vitesse à ne jamais dépasser. Il s'agit donc ici de la réponse B.